les villes du Caire en 2000 et Abidjan en 2017, c'est au tour de la capitale angolaise Luanda d'abriter ce lundi le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement Union africaine-Union européenne. Pour ce 3e rendez-vous interafricain qui coïncide avec les 25 ans du partenariat formel entre les deux continents, près de 80 dirigeants africains et européens sont arrivés à Luanda, parmi lesquels Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. À la cérémonie d'ouverture, tous ont vanté en des mots différents les partenariats euro-africains tissés depuis un quart de siècle. Ils ont souligné l'importance de les renforcer et de l'approfondir davantage. Fervent défenseur du multilatéralisme, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, estime qu'il y a encore du travail à réaliser afin de construire un partenariat solide entre l'Europe et l'Afrique, un partenariat voulu robuste, équilibré et tourné vers l'avenir. Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif, tel est le thème central de ces sommets de Luanda. Devant les dirigeants européens et africains, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clairement indiqué que ce rendez-vous de Luanda est un moment de bilan pour examiner avec lucidité ce que le partenariat euro-africain a réellement changé dans la vie des pays africains. Pour lui, c'est un moment de vérité pour reconnaître ce qui doit être corrigé, repensé, parfois refondé. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue, ainsi que du droit. Toutefois, le chef de l'État soutient le multilatéralisme qui veut un respect légal des règles internationales, une coopération fondée sur la transparence et une solidarité authentique qui n'abandonne aucun peuple à son sort lorsque ses droits fondamentaux sont bafoués. Pour le président Félix Tshisekedi, 25 ans après, il est temps de passer à l'action. Un accident d'une extrême violence s'est produit hier dans la commune de Ngalema. Le bilan provisoire fait état de 17 morts et plusieurs blessés. Selon des sources concordantes, un grand camion victime d'une panne de frein serait la cause de ce drame. Ce mardi, nos reporters se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Richard Kalala pour ce commentaire. Encore un drame sur la voie publique. À Kinshasa, un camion benne en panne de frein a fauché tout sur son passage. Élèves, motards, passants, en voyant certains à l'hôpital et d'autres à la morgue. Un scénario malheureusement répétitif dans une ville où les défaillances mécaniques deviennent un véritable fléau. Dans cet accident, il y a eu nos élèves qui étaient impliqués. Un élève de 2e littéraire A et l'autre de 3e commercial qui ont été fracturés. Mais il y a eu un cas de décès dans notre école sœur à Saint-Sacrement, malheureusement, un enfant de 5e primaire, selon les dires des gens, qui a perdu la vie. Le bilan provisoire fait état de 17 morts et de plusieurs blessés, parfois dans un état critique. Ah bon, et pas bakondi tozo senga kaka ba place nyonso oyo biso ba montar to telemaka. Nous sollicitons auprès des autorités une aide particulière pour nous faciliter le parking, en lieu et place de nous laisser à notre triste sort. Nous payons nos taxes. Mais toza na ba arrêté biso moka to créa kaka na ba sortie à ba avenue nde to telemaka. Un drame de plus qui relance les appels à une application stricte du contrôle technique, mais aussi à une vraie politique des régulations du trafic lourd dans les zones urbaines.
Jeudi au sommaire, la sous-station État 1 de la SNEL à Maluku est en proie aux flammes faute d'intervention rapide. Les causes de l'incendie restent jusque-là inconnues. La population de ce coin de la capitale plaide pour le retour rapide de l'électricité en raison de l'insécurité grandissante dans cette partie de la capitale. Une équipe de la SNEL est déjà à pied d'œuvre pour des solutions urgentes. Gaëtan Magalano pour ce reportage. Deux flammes embrasent au site sous-station État 1 de la SNEL et ça dans le quartier Monaco dans la commune de Maluku. Faute d'intervention rapide, deux habitants n'ont que deux yeux pour constater le dégât causé. Nous sommes sauvés de justesse, nous avons failli laisser nos vies. Dieu n'a pas voulu que cela arrive. Nous avons quelques éléments à fournir qui peuvent aider les autorités de la SNEL de trouver l'origine de cet incident. Informé, le directeur du département de Kinshasa, Zéphirin Kazadi, a aussitôt dépêché une équipe de techniciens de la SNEL pour mettre en place de mécanismes pouvant permettre à la population d'être desservie en énergie électrique dans un délai relativement court. Selon de sources dignes de foi, l'augmentation de ménages à la base, parfois deux installations électriques de fortune, c'est récité parmi deux causes. Pour le moment, les causes ne sont pas encore déterminées. Le projet de loi sur la reddition des comptes pour l'exercice 2024 soumis à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire pour un examen approfondi a été adopté hier par les membres de la dite commission, une étape qui marque une avancée significative dans le processus d'évaluation de l'exécution du budget de l'État pour l'exercice passé. Blaise Bokokia nous en dit plus. Ils ont travaillé d'arrache-pied, même pendant la nuit. Ils, ce sont les députés nationaux, membres de la Commission économique et financière et contrôle budgétaire. Un examen approfondi du projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 a permis aux sous-groupes DGDA, DGI, DGRAD, CAMI et autres services générateurs des recettes et du trésor public de procéder à une analyse sans complaisance du projet de loi. Question de savoir pourquoi tel ou tel autre secteur n'était pas financé, où est passée l'enveloppe affectée. Visiblement, les députés membres de cette commission ont été très regardants, très rigoureux et même très sévères au travers d'un débat parfois houleux sous la coordination du président de l'ECOFIN et contrôle budgétaire qui finalement s'est réjoui de l'adoption de ce document. En 4 jours, produire un travail de si haute facture avec tout ce qu'il y a comme sensibilité, tout ce qu'il y a comme observation à faire, ce n'était pas facile. Et la commission ECOFIN gère 130 députés actuellement et c'était ouvert à tous les collègues membres de l'Assemblée plénière. Nous sommes contents parce qu'on a bien chuté avec une adoption à l'unanimité presque. Reddition des comptes exercice 2024 adopté à l'ECOFIN. Ce document sera examiné et adopté à la plénière de l'Assemblée nationale et c'est avant de l'envoyer au Sénat pour la seconde lecture. Mais en attendant, l'examen de la loi des finances 2026 est actuellement décortiqué au pain fin par l'ECOFIN et contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement. Une parole libre, un ton direct, la première ministre Judith Suminwa s'est prêtée à un échange avec les opérateurs économiques à l'ouverture de l'édition 2025 du forum Makutano. Pendant près de 2 heures, la chef du gouvernement a répondu sans détour aux préoccupations des acteurs du secteur privé ainsi qu'aux partenaires financiers et multilatéraux. Emmanuel Commissaire, Pompaoumba et Djokoko. Pour la chef du gouvernement, l'enjeu est désormais clair. Transformer localement, diversifier et réduire la dépendance aux importations. Pour nous, il est vraiment important d'assurer cette diversification de notre économie, d'assurer une diversification de nos partenariats stratégiques aussi et d'assurer une production locale parce que c'est là qu'on va pouvoir créer de l'emploi. Judith Suminwa a défendu les bilans de son gouvernement réalisé dans un contexte de guerre et de fortes contraintes, mais marqué par certaines avancées, notamment la stabilisation du franc congolais. Alors aujourd'hui, que nous avons pu stabiliser le franc congolais,
que nous avons pu apprécier le franc congolais par rapport au dollar, je suis souvent étonnée de voir certaines personnes indiquer que nous avons fait fausse route. Je me pose des questions. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons faire confiance, c'est vrai, aux mesures que le gouvernement est en train de prendre, mais nous ne pouvons pas le faire seul. Le gouvernement ne peut pas travailler seul. Le gouvernement travaille avec ses partenaires internationaux comme les partenaires du secteur privé, et c'est important qu'ensemble, nous puissions travailler et avancer. La première ministre Julie Soumine Toulouka appelle également le secteur privé à assumer pleinement son rôle dans la création d'emplois, rappelant que l'État ne peut plus absorber davantage de postes. Un appel entendu par le réseau Makutano qui dit vouloir accompagner la réappropriation de l'économie congolaise. La commission chargée des expropriations liées au projet des rocades de Kinshasa a procédé ce mardi au paiement des indemnités de 105 familles affectées par les travaux. Pour les bénéficiaires, ce paiement marque un pas important dans la concrétisation du projet des rocades qui implique la libération de plusieurs emprises dans la capitale. Un reportage de Robert Kalimba. Pour ce deuxième lot qui prévoyait 417 paiements, 105 viennent de toucher leur chèque des mains de la commission interministérielle ce mardi 25 novembre 2025, portant les dossiers clôturés à 200 sur les 3442 recensés. Cet aboutissement heureux qui va permettre au projet des rocades de Kinshasa, à la faveur de la libération complète des emprises, est ici salué par le coordonnateur de la commission qui sollicite l'indulgence des personnes encore non payées. J'ai lu dans les réseaux sociaux que c'était du mensonge et qu'on les remenait en bateau. Vous avez tout suivi. Donc aujourd'hui aussi, en présence des journalistes et en présence bien entendu de toutes les personnes affectées qui sont arrivées aujourd'hui, vous avez la preuve vivante de l'effectivité des paiements des personnes affectées par les projets. Un des bénéficiaires qui doutait encore de la réalité du processus s'est présenté pour vérifier la véracité. Il a changé d'avis et prêche maintenant pour la commission. J'aime discuter à base de preuves. Et maintenant que je viens de voir ce qui s'est fait ici, j'ai vu comment les gens sont en train d'être régularisés dans ce que nous attendons. Vraiment, je demande à tous ceux qui ne sont pas encore sur la liste, il tenait bon que c'est ça la réalité, j'ai vu. Notons que la satisfaction ainsi exprimée par les bénéficiaires renforce la confiance dans le processus, tandis que la commission invite les autres à la patience, assurant que chaque dossier sera traité avec rigueur et transparence. En mission officielle au Maroc, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a pris part à l'ouverture de la 93e Assemblée générale de l'Organisation internationale de la police criminelle. Pour cette deuxième journée, les membres se sont constitués en panel pour examiner les grandes tendances en matière de sécurité et les menaces de sécurité au niveau mondial. Bobo Anan Mokonzi pour ce commentaire. C'est ici, à Marrakech, que les représentants des 190 pays membres de l'Organisation internationale de la police criminelle vont tabler sur les nouvelles règles et renforcer la coopération dans le cadre des luttes contre la criminalité transfrontalière, assise d'une importance capitale pour les États membres, notamment la République démocratique du Congo, pays confronté aux différentes formes de violence à la base de la montée des criminalités urbaines. Pour cette première journée des travaux, les membres de cette assemblée ont examiné les grandes tendances en matière de criminalité et les menaces de sécurité dont ils sont confrontés. La promotion des femmes au sein de la police a été parmi les sujets abordés au cours de cette rencontre. Au terme de ces rassemblements essentiellement sécuritaires, les pays membres de l'Interpol, dont la République démocratique du Congo, représentés par une forte délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, vont élire les nouveaux membres du comité exécutif, y compris le nouveau président. La Banque mondiale salue les avancées de la réforme de la fonction publique en RDC. Une délégation conduite par Jean-Pascal Nganou a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, pour faire le point sur l'évaluation de la politique salariale et du nouveau cadre juridique. Un reportage de Nadine Kilocho, Cédric Kenena et Moki Maluma.
Cette visite visait à s'enquérir de l'évolution des mesures inscrites dans le nouveau cadre juridique de la fonction publique. Nous sommes là dans le cadre des missions de l'appui budgétaire de la Banque mondiale avec le gouvernement. Et dans le cadre de cet appui budgétaire, il y a des mesures très fortes et ambitieuses du gouvernement que la Banque mondiale accompagne à travers cet instrument. C'est notamment les mesures du recrutement compétitif des fonctionnaires dans le régime général, mais aussi dans le régime sectoriel, mais aussi la question de la nouvelle politique salariale. Nous avons discuté avec son Excellence vice-premier ministre de la fonction publique de la vision autour de ces réformes que nous avons beaucoup appréciées. Et nous sommes heureux de constater qu'il y a beaucoup de progrès. Déjà, il y a une nouvelle politique salariale, un projet qui a été préparé. Et pour parachever, c'était aussi de voir l'état d'avancement de la mise en œuvre de la déclaration du patrimoine des fonctionnaires et agents de l'État. Et son Excellence, Monsieur le VPM, a bien voulu nous donner aussi quelle est la dimension positive en termes de la mise en œuvre de cette mesure. Satisfaite des avancées, la Banque mondiale a salué les réformes engagées et réaffirmé son appui au gouvernement congolais. Dans la province du Lualaba, le PDL 145 poursuit sa mise en œuvre. Le conseil spécial du chef de l'État chargé de suivi de ce programme, Dieudonné Tchibouyi, a inspecté les différentes réalisations dans le territoire de Muchacha et d'Ilolo et Rediskitutu. C'est une tournée d'inspection destinée à mesurer l'état d'avancement des travaux, mais surtout à l'écoute des bénéficiaires afin de rapporter fidèlement leurs attentes au chef de l'État. La visite du conseil spécial du chef de l'État l'a conduit notamment dans une école construite dans le cadre du programme. Ici, les résultats sont visibles. Ce bâtiment permettra à plus d'élèves d'être dans les meilleures conditions d'apprentissage. L'institutrice trouvée sur place n'a pas manqué de manifester sa satisfaction. Oui, on a remercié notre président. Il a fait du bien pour nous. On a maintenant beaucoup d'effectifs dans notre école. Le conseil spécial Dieudonné Tchakambila Tchibouyi, attentif, a rappelé l'importance de soutenir les œuvres déjà réalisées pour le numéro 1 de la nation congolaise. Il faut dire aux parents de beaucoup prier pour le président, oui, oui. Parce qu'il veut faire encore beaucoup. Oui. Et ce sont vos prières. Lui, il ne veut que vos prières. C'est ça. Et vos prières feront que Dieu va lui donner la force pour qu'il fasse encore beaucoup. Après l'école, la délégation a poursuivi son inspection au sein des infrastructures complémentaires prévues dans le programme. Par la même occasion, Dieudonné Tchakambila Tchibouyi a confirmé que la deuxième phase du PDL 145 territoires sera bientôt lancée. Elle portera sur la réhabilitation, la construction des nouvelles unités et le développement d'espaces agricoles. La visite s'est achevée par une photo de famille avant que la délégation ne poursuive son périple vers d'autres territoires de la province du Lualaba. Et pour améliorer la planification budgétaire et renforcer la gouvernance des prévisions des recettes issues du secteur minier, un forum de haut niveau a réuni pendant 2 jours les parties prenantes de l'ITIE. L'objectif est d'harmoniser les méthodes et mobiliser les recettes. Peggy Mukunda et Apo Nzuzi pour ce reportage. Échanger sur les enseignements tirés de la phase pilote des modélisations financières de projets miniers, présenter les avancées et les difficultés en matière de modélisation financière de projets extractifs et de prévision des recettes minières en République démocratique du Congo, les parties prenantes de l'ITIE-RDC et l'ITIE international, les décideurs politiques et les experts techniques du gouvernement congolais se sont fixés au rendez-vous au Pullman Hotel au cours d'un échange de haut niveau sur les prévisions des recettes minières pour améliorer la planification budgétaire et de renforcer la mobilisation des recettes issues du secteur minier. Des travaux lancés par le ministre d'État, ministre du Plan, Guilain Nyembo, aux côtés de son collègue de mine, Willy Watum. La démarche du gouvernement à travers ce forum est d'arriver à mettre en place un système d'information qui garantit la fiabilité des prévisions, notamment celles liées au secteur extractif. En agissant ainsi, nous pourrons en tirer plusieurs dividendes. Premièrement,
Nos projections budgétaires seront épargnées du choc d'instabilité auquel elles ont assez souvent été exposées. Deuxièmement, notre capacité d'anticipation serait renforcée et le financement de nos investissements publics pourrait occuper une place de choix. Et troisièmement, nous pourrons ainsi planifier utilement et sécuriser nos revenus. Pour avoir une compréhension commune des résultats, les parties prenantes seront sensibilisées pendant 2 jours sur leur rôle stratégique et technique respectif dans la prévision des recettes extractives. Une revue annuelle du programme de coopération entre le ministère du Plan et l'UNFPA a été ouverte ce mardi. L'objectif est d'examiner les progrès réalisés tant au niveau central que décentralisé au cours de l'année 2025 et de planifier les activités prévues pour 2026. Blandine Wavingana. Les progrès réalisés au niveau central et décentralisé au cours de l'année 2025 ont été au cœur de cette revue annuelle du programme de coopération entre le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et la RDC. 5 axes prioritaires ont été retenus, notamment le renforcement des capacités, l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion de l'autonomisation des jeunes et autres. Le représentant du ministère du Plan, John Koukoulou, a lancé un appel à l'implication de tous. Je vous encourage tous à travailler dans un esprit de collaboration, partager de manière exhaustive vos acquis et vos défis, proposer des solutions réalistes et innovantes, consolider des partenariats stratégiques et contribuer activement à la planification pour l'exercice 2026. Les représentants de l'UNFPA en RDC, Patrick Akpadji, a quant à lui salué la tenue de cette revue annuelle. Le processus est guidé par les 3 résultats transformateurs du plan stratégique de l'UNFPA, à savoir éliminer les besoins non satisfaits en planification familiale, réduire les décès maternels évitables et mettre fin aux violences basées sur le genre et toutes les pratiques néfastes. Ces assises vont également planifier les activités prochaines de l'année 2026. Placé sous le thème « Accélérer la transformation digitale souveraine de l'Afrique », Kinshasa accueille la 4e édition du Forum international Africa Digital Innovation Summit 2025. Les experts et acteurs du numérique venus des différents pays d'Afrique centrale ont échangé sur les enjeux de l'innovation et de la souveraineté technologique et du développement digital du continent. Yolande Voka et Nono Matseko. Le numérique est un levier important pour l'économie nationale congolaise. L'ayant compris, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est beaucoup investi dans ces secteurs. Kinshasa abrite ses grands sommets technologiques Africa Digital Innovation Summit ADIS 2025 qui connaît la participation de plusieurs experts. Dans leurs interventions, les ministres de l'économie numérique, du commerce extérieur ainsi que celle de l'éducation nationale ont démontré la place de choix qu'occupe la digitalisation dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Quoi de plus normal que la RDC dispose de tout un ministère en charge du numérique. Cet événement majeur qui s'est imposé comme le rendez-vous incontournable de l'innovation dans la sous-région se tient encore cette année sous le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes hommages déférents et dont la vision audacieuse pour un Congo numérique et la boussole qui guide notre action collective. TIS, une firme angolaise, entend apporter son expertise à la RDC. TIS ela é uma empresa já com 13 anos de experiência no mercado africano. Les organisations comme ça, c'est avantageux pour nous parce que le Congo, c'est un pays qui donne beaucoup des opportunités et beaucoup des opportunités dans tout ce que nous lançons, dans ce que nous venons d'écouter et de voir et d'entendre. Alors ça motive l'entreprise TIS de venir s'installer ici au Congo pour le marché. L'Agence pour le développement du numérique, coordonnée par Dominique Migisha, le ministère de l'économie numérique ainsi que l'ARPTC ont mutualisé leurs efforts pour le bon déroulement de cette 4e édition d'ADIS 2025.
Une année après sa création, le réseau des femmes mandataires publiques passe du concept à l'action en lançant officiellement les activités pour renforcer la participation féminine dans la gestion de la chose publique. À cette occasion, la ministre du portefeuille, Julie Chikumbouyi, a rappelé le rôle important que joue la femme dans la modernisation de l'État et la bonne gouvernance. Eurydice Kitutu. Créé en 2024, le réseau s'est donné pour mission d'accompagner les femmes investies dans les charges publiques en renforçant leurs compétences et leur participation aux décisions. Lors de la cérémonie du lancement officiel des activités, les responsables du réseau ont rappelé que la transparence, l'éthique et la responsabilité constituent le socle de leur intervention. Elles ont également exprimé leur gratitude au chef de l'État reconnu comme champion de la masculinité positive pour son engagement constant en faveur de l'autonomisation féminine et de l'accès des femmes aux postes de responsabilité. La création du RFMP a été inspirée par une dynamique politique claire, portée par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, à qui nous adressons nos hommages les plus déférents. En effet, avec son accession à la magistrature suprême en 2019, notre pays a franchi une étape majeure dans la promotion du leadership féminin. Son action visionnaire est marquée par des avancées historiques significatives, parmi lesquelles la nomination de plus de 67 femmes à la tête des entreprises et établissements publics, portant ainsi dans ce secteur la représentativité des femmes à plus de 25%. Julie Chikou, ministre du portefeuille et marraine de cette cérémonie, a salué l'initiative prise par les femmes. Le lancement du réseau des femmes mandataires publiques marque aujourd'hui une avancée importante pour notre architecture institutionnelle. Ce réseau n'est pas seulement un cadre de rencontre, il doit devenir un véritable outil stratégique au service de la modernisation du portefeuille de l'État. Mesdames les mandataires publics, vous avez la capacité d'insuffler une nouvelle dynamique, d'élever des standards managériaux et de contribuer à rétablir la confiance entre l'État, les partenaires et les citoyens. Le ministère du portefeuille, que j'ai l'honneur de diriger, a engagé un processus de recrutement résolument fondé sur la compétence, garantissant à chacun et à chacune une égalité réelle des chances d'accéder aux fonctions de leadership et aux entreprises publiques. Chères femmes mandataires publiques, vous portez la confiance de l'État, la fierté des femmes de ce pays et l'espérance de milliers de jeunes filles qui regardent aujourd'hui et qui se projettent demain à travers vous. Votre engagement, vos décisions et votre intégrité contribueront à écrire l'histoire institutionnelle de notre pays. Votre réussite n'est pas individuelle, elle est collective. Votre succès est celui de la République. Avec ce lancement, le réseau a réaffirmé son ambition de devenir un acteur majeur dans l'amélioration de la gouvernance publique en valorisant le leadership féminin. L'RDC décroche un accès historique au marché britannique. 99% des produits made in DRC, dont le cacao, le café et les épices, pourront accéder au marché britannique sans paiement de droits de douane. Un partenariat historique vient d'être scellé entre les deux pays. Suivez. C'est un partenariat historique scellé ces jours entre la RDC et le Royaume-Uni. 99% des produits made in DRC, notamment le cacao, le café et les épices, bénéficieront désormais d'un accès sur le sol anglais sans droit de douane au marché britannique. C'est un pas décisif franchi par la RDC dans sa quête d'intégration au commerce mondial. Ces partenariats, lancés ces jours par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaonga et l'ambassadrice britannique en RDC, est basé sur 4 piliers, dont la facilitation des échanges grâce au portail d'information commerciale. Le gouvernement congolais, par la voix du ministre Julien Paluku, a salué cet appui stratégique, mettant en avant les potentiels agricoles et forestiers du pays. Les Congolais constatent que le président de la République, Félix Tshisekedi, il est en train de bâtir un pays plus beau qu'avant. Il a voulu ouvrir
le Congo au monde. C'est comme nous allons commercer avec le Royaume-Uni, c'est de demander qu'il y ait une ligne aérienne directe Kinshasa-Londres avec British Airlines. Et donc c'est un message que je lance aux opérateurs économiques congolais, que tous ces producteurs locaux qui se trouvent aussi bien à Kinshasa que dans les 26 provinces, qu'ils sachent désormais que des produits congolais vont désormais entrer sur les marchés britanniques sans paiement de frais de douane. Signalons que cet événement a marqué également le lancement d'un important programme d'aide de commerce congolais avec l'appui du Centre du commerce international CCI, des Trademark Africa et des British Standard. 2 Congolais ont été décorés Dr Honoris Causa à Dakar par le Centre de valorisation professionnelle de Tunis et l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée. Il s'agit du Dr Michel Mouvoudi et le professeur Jean-Marie Kayembe. Séverine Katanda nous en dit plus. Après sa décoration à la chancellerie des ordres nationaux en RDC, le mérite scientifique du docteur Michel Mouvoudi est de plus en plus reconnu au-delà de nos frontières. À Dakar, au Sénégal, il a été élevé au rang de docteur honoris causa par le Centre de valorisation professionnelle de Tunis et l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée pour avoir accompagné plusieurs acteurs et pour sa vision transformatrice à travers son groupe CID Solidarité, mettant au cœur le capital humain de la jeunesse. Plus qu'une cérémonie honorifique, cette décoration symbolise un appel au devoir pour le changement. L'Afrique regorge beaucoup d'expériences et je pense que par solidarité, par intelligence collective, nous pouvons, entre pays, partager les expériences, capitaliser sur nos pratiques et ainsi transformer et contribuer ainsi à l'évolution de l'humanité. Pour le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, l'Afrique a un rêve qui sera sous peu réalisé. C'est vraiment une impression de beaucoup de joie et porteuse d'espoir. Pour moi, c'est la preuve que l'Afrique a encore droit au rêve, mais un rêve qui, sous peu, sera certainement réalité. Le docteur Michel Mouvoudi et le professeur Jean-Marie Kayembe rejoignent la longue liste du docteur honoris causa où figurent des décideurs et savants africains du monde scientifique, politique et des chercheurs. Relance des activités du Conseil national de sécurité et gestion des ressources radioactives. L'objectif principal pour le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, poser les jalons et rappeler aux différents intervenants les dispositions législatives et réglementaires du Conseil national de sécurité. Bobo Anan Mokonzi. Vers la relance des activités du Conseil national de sécurité nucléaire, sur instruction de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, une réunion stratégique s'est tenue récemment afin de préparer la relance des activités de ces conseils. Cette rencontre avait pour objectif, entre autres, de discuter de la nouvelle gouvernance dans la gestion des ressources radioactives, essentiellement pour renforcer le secteur de la sécurité nucléaire en République démocratique du Congo. La réunion a été conjointement coordonnée par Mme Nadège Kabamba, directrice des cabinets adjointes, et le responsable du CNPRI, du CGA et du CEE-TBRN. Là, il s'agit de rappeler à tous les acteurs qui peuvent intervenir dans la gestion de ces sources quelles sont les dispositions législatives et réglementaires et puis comment les services qui dépendent du ministère doivent s'organiser et se mettre en place pour gérer ce problème des sources radioactives qui sont beaucoup utilisées chez nous dans l'industrie minière notamment. Les sources radioactives peuvent représenter un danger pour l'homme et son environnement. Alors nous étions là en train d'étudier, de voir comment nous allons gérer ces sources radioactives qui sont chez les opérateurs miniers, qui sont chez tous les opérateurs à la République démocratique du Congo et les rapatrier au niveau du CGA. La relance du Conseil national de sécurité nucléaire permettra à la République démocratique du Congo d'harmoniser ses ressources et d'assurer une gestion efficace et sécurisée des matières radioactives. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a procédé à l'ouverture de la rentrée judiciaire exercice 2025-2026 au Palais de la Justice. Séance tenante, la première présidente, la juge Espérance Dia Hakim, a invité les magistrats et acteurs du droit
à réfléchir sur le contrôle juridictionnel de la saisie immobilière et des droits de l'OADA. Nono Maseko pour ce reportage. À l'audience solennelle des rentrées judiciaires 2025-2026 de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, les bâtonniers André Kibambe Dibaro près cette cour a développé sa plaidoirie en fustigeant les comportements de certains avocats sous sanction ou omission qui, pour échapper à leurs autorités, s'installent et continuent à poser dans les ressorts d'autres barreaux. Le procureur général près cette cour d'appel, Jean-Placide Lusamba, a quant à lui dénoncé les crimes et atrocités commis et qui méritent des lourdes sanctions et des réparations justes pour des victimes. Et enfin, dans son discours de circonstance, la première présidente de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la juge Espérance Dia Akir s'est apaisantie sur les défis contemporains de la justice qui traduit à la fois la rigueur du droit et l'humanité de la justice. Le juge, loin d'être un simple arbitre entre deux intérêts opposés, celui du créancier et du débiteur, ce doit également être le garant d'un équilibre. Protéger sans paralyser, exécuter sans brutaliser. À notre avis, c'est cet équilibre qui réside la véritable justice de l'exécution. Voilà pourquoi nous avons choisi de cogiter avec vous sur le sujet intitulé « Le contrôle juridictionnel de la saisie immobilière en droit OADA » entre protection du débiteur et garantie des droits du créancier. Espérance Dia Akir a appelé les juristes de renouveler leur engagement à faire du pouvoir judiciaire un pilier de l'état des droits et un moteur du développement. Et pour boucler ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé ce mardi à la Cité de l'Union africaine la 3e réunion restreinte du gouvernement. Le chef de l'État, dans sa communication, est revenu sur la situation sécuritaire dans la partie est et ouest du pays, confrontée respectivement par la guerre et le phénomène Mombondo. Suivez ces propos recueillis. Conformément à l'article 54 de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, a présidé ce mardi 25 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine la 3e réunion restreinte du gouvernement. À l'ordre du jour, la communication du président de la République, les différents points d'information, mais aussi l'examen et l'adoption de textes. Le président de la République est revenu principalement sur la situation sécuritaire à la fois dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la partie ouest, spécifiquement dans la périphérie de Kinshasa avec le phénomène Mombondo. Il a à ses propos instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui de la Défense à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour maintenir les dispositifs de sécurité et s'assurer de la protection de nos populations. Au chapitre de points d'information, successivement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait le point de la situation opérationnelle. Il a été précédé par la vice-ministre représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui à son tour a brossé l'État et l'administration du territoire, et le ministre de la Santé, clôturant ces points, est revenu sur la fin annoncée, ou l'annonce qui sera faite dans le prochain jour de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola constatée dans la province du Kasaï. Au titre d'examen et d'adoption de textes, les ministres d'État, ministres de la formation professionnelle, représentant le ministre d'État, ministre de la Justice en mission, a présenté le projet de loi portant prolongation de l'état de siège, prenant cours à partir du 3 décembre 2025. Après débat et délibération, la réunion du Conseil restreint a donc adopté ces projets de loi. Commencé à 17h précise, cette réunion s'est terminée à 18h30. C'était Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Fin de ce journal, rédigé par Gauthier Kiassi, sous la direction d'Oscar Mbalkaïj. Guy Matundu était à la coordination. Simo Kankolongo et André Njeka l'ont réalisé pour vous, à la prise de vue d'Éric Silimou. L'actualité continue sur notre chaîne à 23h avec Robert Ndé Chisense, demain 20h.